Vraiment merci à tous d'être présents. Juste un petit mot d'introduction, il nous a semblé important. On a toujours cette vision de la DSS qui est une vision un peu comptable et un peu rigide, on va dire, chargée du respect des comptes sociaux. Il nous a semblé important de voir comment la DSS et M. von Lennep pouvaient passer d'une logique qui était une logique de régulation comptable à celle de l'investissement en santé, c'est-à-dire comment participer à la refondation du système de santé, comment faire en sorte de mettre à disposition les innovations, comment ouvrir des possibilités nouvelles de traitement pour les patients, et puis également participer à cet effort général que veut l'Europe, c'est-à-dire celui de faire de la France et de l'Europe une terre fertile dans ce qui concerne la recherche et la santé. Et c'est une tâche qui est très lourde. Vous avez une administration qui est puissante. Et donc, Franck von Lennep, je vous passe tout de suite la parole pour que vous puissiez nous expliquer un peu comment vous voyez les choses et comment elles vont pouvoir se dérouler dans les prochains mois et prochaines années. Merci, Monsieur Mariotte, vous m'entendez bien là? Parfaitement. Merci à vous, merci pour votre invitation et bonjour à tout le monde. Je ne suis pas certain, contrairement peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure, faire beaucoup d'annonces sur le PLFSS 2024, mais en tout cas, j'ai compris votre demande comme une forme d'éclairage sur la manière dont on réfléchit à la régulation des dépenses de santé, à la fois les outils traditionnels des dernières années, mais aussi les réflexions peut-être plus contemporaines qu'on peut avoir. Je vais essayer donc de ne pas parler seulement de la DSS comme votre thème pourrait m'y inviter de manière un peu auto-centrée, mais parler évidemment un peu des politiques publiques. Simplement en introduction, je vais simplement redire que donc, les missions de la DSS, pour bien éclairer, c'est à la fois le financement de la sécurité sociale, la régulation financière de la sécurité sociale, ça c'est le premier pied, mais il y a deux autres pieds. Il y a le deuxième pied qui est les politiques publiques, et le troisième pied qui est la tutelle sur le service public de la sécurité sociale, c'est-à-dire les réseaux de caisses de sécurité sociale. Et donc sur les politiques publiques, nous portons en direct certaines politiques publiques, par exemple les retraites, par exemple la politique familiale. Alors c'est vrai que sur la santé, c'est plus compliqué, il y a beaucoup d'acteurs, il y a d'autres directions de métiers au sein du ministère de la Santé, il y a la CNAM, il y a de nombreuses agences et opérateurs, il peut y avoir d'autres ministères, par exemple le ministère de l'Industrie. Et c'est sûr que dans cet écosystème, la DSS est souvent perçue comme le gardien d'orthodoxie budgétaire. Et c'est en partie vrai, mais c'est sans doute une vision seulement partielle. En partie vrai parce que nous sommes voilà, je reste sur la santé, mais évidemment, nous sommes la direction gardienne de l'ONDAM. Nous contribuons à le construire et puis nous le suivons. Nous proposons des leviers de régulation budgétaire sur les différents sous-objectifs. Donc oui, au titre de l'ONDAM, nous sommes une direction budgétaire. Mais ça reste partiel, voire insuffisant. Parce que d'abord, nous sommes une direction du ministère de la Santé, donc évidemment, nous sommes toujours très attentifs à ce que sont les objectifs du ministre de la Santé, c'est-à-dire l'accès aux soins, la qualité des soins, l'état de santé des Français. Donc des objectifs qui font partie de nos objectifs à nous aussi quand on réfléchit à la manière d'allouer les ressources. Et puis deuxième raison, parce que notre préoccupation, c'est pas tant de dépenser moins, évidemment, mais c'est de dépenser mieux et c'est d'agir sur les leviers de l'efficience en santé. Et je pense qu'il y a suffisamment de littérature, y compris de travaux, y compris au HCAM, pour montrer que des leviers d'efficience, il y en a beaucoup. Ils sont difficiles, on y reviendra, ils sont difficiles à aller chercher, mais il y en a, et c'est pour nous, c'est ça notre rôle. Alors, pour essayer d'être maintenant un peu plus précis sur ce que sont nos leviers de régulation, il y a la régulation de l'enveloppe budgétaire totale, donc moi ce que j'appelle la régulation macro, c'est-à-dire à la fois sa définition et puis son respect. Et puis, il y a dans un deuxième temps, et c'est là où, évidemment, c'est la partie peut-être plus compliquée, mais aussi plus intéressante, la régulation plus micro, c'est-à-dire les leviers, les outils d'allocation des ressources pour rendre le système plus efficient. Donc, j'essaierai de dire quelques mots de ces deux aspects. Alors, sur le premier, l'enveloppe macro, d'abord, tout ce que je vais dire là, vous le savez par cœur, mais c'est simplement pour essayer de rappeler de façon un peu
large les enjeux. D'abord, évidemment, les dépenses d'assurance maladie, elles s'inscrivent dans une politique plus large, qui est celle de la maîtrise des finances publiques. Et la dépense de l'ONDAM, c'est 250 milliards, c'est une part importante de la dépense publique, donc elle doit être voilà, traitée avec des objectifs, une régulation, un équilibre entre les mesures nouvelles et les économies, etc., comme l'ensemble du champ de la dépense publique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être à part. C'est une politique importante, la politique de santé, mais il y a d'autres politiques importantes pour l'État, et il y a beaucoup d'autres politiques importantes, et je crois qu'aucun ministère ne dira que sa politique, à lui, n'est pas importante. Voilà, donc, ce n'est pas parce qu'on a une politique importante qu'on doit échapper disons, à la maîtrise globale de nos finances publiques. Il peut y avoir ensuite des priorités entre les différents champs de l'action publique, mais voilà, une fois que ces priorités sont définies, on doit se tenir aux objectifs qui ont été précisés. Voilà, ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est peut-être la manière dont ça fonctionne. Et puis ensuite, j'essaierai de dire un peu plus voilà, comment ça s'est ajusté ces dernières années et peut-être vers quoi on va. Alors, la manière dont ça fonctionne, hein, donc là je vais être vite, c'est bien connu, mais c'est la dépense publique de santé, donc l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM. Nous, on ne fait que le travailler, on travaille à la DSS, on établit avec nos partenaires, on établit les tendanciels quand on essaie de construire, on essaie de faire des propositions d'économie, on recueille les demandes des ministres, mais aussi de nos partenaires sur les mesures nouvelles. Enfin, voilà, on fait la construction technique. Ensuite, l'arbitrage politique, il est fait évidemment par le gouvernement. Et puis ensuite, ça donne lieu à un vote au Parlement, à la fois de l'ONDAM et des sous-objectifs. Donc tout ça n'est pas, je veux toujours relativiser, évidemment, l'ONDAM, ce n'est pas la DSS qui le fixe tout ça dans son coin, évidemment pas, ça ne marche vraiment pas comme ça. Donc ça, c'est l'ONDAM de l'année suivante. Et puis, on a aussi la chance d'avoir quand même une vision pluriannuelle. Alors, je dis la chance, évidemment, souvent les acteurs estiment que les taux d'ONDAM pluriannuels sont trop faibles. Mais en tout cas, on a une forme de visibilité dans nos outils de finances publiques à travers à la fois une trajectoire dans la loi de programmation des finances publiques. Alors, vous savez qu'en ce moment, il n'y en a pas. Elle avait été présentée l'année dernière par le gouvernement. Pour l'instant, elle n'a pas encore été adoptée au Parlement. Donc, il n'y a encore qu'un projet de loi de programmation des finances publiques. Et puis, cette trajectoire pluriannuelle de l'ONDAM, elle se retrouve aussi dans l'annexe, la fameuse annexe B du PLFSS, qui donne une vision sur 4 ans des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. Et donc, il y a dans cette vision sur 4 ans une prévision d'ONDAM qui ne s'impose pas au Parlement, hein, qui peut être révisée dans la durée, mais qui donne au moins une vision sur la projection que fait le gouvernement des dépenses d'assurance maladie. Ça, c'est la manière dont est fixé l'ONDAM. Et ensuite, il y a la régulation de l'ONDAM. Et on a une régulation qui aujourd'hui est surtout infra-annuelle, c'est-à-dire qu'il y a des mises en réserve en début d'année, beaucoup plus sur l'hôpital que sur la ville, puisqu'il est plus difficile de faire des mises en réserve sur la ville. Il y a des mises en réserve avec notamment des gels en début d'année, donc qui peuvent être ou pas dégelés en fin d'année. Et puis, il y a un comité d'alerte donc de 3 personnalités qualifiées qui, en cours d'année, peuvent sonner l'alerte si les dépenses, il leur semble que les dépenses de l'année en cours sont plus élevées que l'ONDAM tel qu'il a été voté. Ça, c'est voilà, le schéma un peu général de comment ça fonctionne. Alors, ces dernières années, il est vrai que cette ONDAM, disons, comme encre, comme référence, qui avait été respectée tout au long de l'année 2010, entre 2010 et 2019, il ne l'est plus depuis 2020. Et donc, il y a évidemment 2 événements. Le premier, que tout le monde identifie bien, qui est celui de la crise Covid, mais le deuxième, qui est important aussi, qui est celui de l'inflation. Donc, sur la crise Covid, vous savez, donc, il y a eu globalement sur 2020-2022 50 milliards de dépenses en plus qui, à chaque fois, n'avaient pas été, soit avaient été, pas été anticipées du tout au début, évidemment, pour l'ONDAM 2020, soit ensuite avaient été sous-estimées. Et donc, globalement, chaque année, on a dépensé beaucoup plus que ce qui avait été voté par le Parlement. Donc, on n'a plus eu, depuis 2020, une référence d'ONDAM qui était celle à laquelle tout le monde se tenait dans l'année. Il y a eu voilà, des dépenses supplémentaires en cours d'année qui, à chaque fois, ont été régularisées dans le PLFSS au titre de l'année en cours. Ça, c'est sur le Covid. Et sur l'inflation, c'est un peu la même chose qu'on est en train de connaître, alors, évidemment, avec des montants de dépenses qui sont moindres, mais qui sont qu'en cours d'année, on se rend compte que probablement l'ONDAM tel qu'il a été voté ne permet pas de faire face aux effets de l'inflation sur les efforts de soins. Alors, on l'a vu par exemple l'année dernière, à nouveau cette année avec le point fonction publique ou les mesures en direction des fonctionnaires. Ces mesures-là sont quand même largement liées
à une compensation de l'inflation dans les salaires. Mais il n'y a pas que les salaires, il y a aussi toutes les charges non salariales. On sait que l'année dernière, on avait rajouté dans le PLFSS 23, mais au titre de l'année 22, des dotations supplémentaires pour les établissements de santé. Et on sait que cette année, on a à nouveau les fédérations hospitalières qui viennent nous demander, à la DGOS et à nous, des dotations supplémentaires au titre de l'année 23 en raison des coûts de l'énergie qui sont plus élevés que ce qu'on avait pu anticiper. Ouais. Donc, ce qui fait que quand on en rajoute en cours d'année, quand on en rajoute dans le PLFSS, le comité d'alerte au mois de juin, il ne peut que constater que probablement l'Ondam sera dépassé et qu'il faudra le réajuster en PLFSS. Donc ça tranche vraiment avec la période précédente où l'Ondam était voté, hein, le tour de, alors ça dépendait des années, mais parfois on est même autour de 2%, parfois un peu plus, on est même descendu un peu en dessous. En fin d'année de la décennie 2010, on était autour de 2,3 à 2,4. Il était voté à ce moment-là et ensuite il était respecté. Ça n'est plus du tout le cas depuis 3 ans. Pour moi, en tant que directeur de la sécurité sociale, c'est bien sûr que dans l'avenir, on revienne à un taux d'Ondam, quel qu'il soit, hein, ça il sera arbitré politiquement, mais qu'ensuite on puisse s'y tenir, que ça redevienne une encre. Ça, c'était donc le premier changement qu'on a eu ces dernières années. Et puis, un deuxième changement qu'on a connu, alors qu'on a commencé à connaître en fait juste avant la crise, qui est d'avoir davantage de références pluriannuelles avec les acteurs. C'est notamment le cas avec les établissements de santé, enfin, donc avec les fédérations, et c'est le cas aussi dans le cas pour les produits de santé. Sur l'hôpital, la décennie 2010 a été, et c'est vrai, s'est traduite assez souvent par une régulation tarifaire qui donnait lieu à des baisses de tarifs à l'hôpital. Il y avait à la fois un Ondam, un sous-objectif pour l'établissement de santé qui était assez contraint, et à l'intérieur de ces sous-objectifs, on avait des volumes qui étaient assez dynamiques, et donc pour compenser les volumes dynamiques, il y avait des baisses de tarifs. On est sans doute arrivé un peu au bout d'un modèle à la fin de la décennie 2010. Quand on regarde les chiffres rétrospectivement, on voit que la régulation s'est faite pas mal, alors avec du déficit, mais finalement, il était important le déficit hospitalier, mais c'est pas lui qui a absorbé toutes ces baisses de tarifs. Ça a été aussi la baisse de l'investissement. Donc, il y a une assez forte baisse de l'investissement à l'hôpital tout au long de la décennie 2010, qui a été en partie rattrapée, qui est en cours de rattrapage hein, avec toutes les dispositions du Ségur. Et donc, à la fin de la décennie, donc début 2020, les acteurs et les fédérations ont demandé à l'État et au gouvernement d'avoir à la fois de la visibilité, une sécurisation des tarifs avec une augmentation minimale des tarifs. Tout ça s'est traduit dans un protocole pluriannuel qui a été signé juste avant la crise Covid, mais qui a aussi permis d'être décliné depuis avec la garantie de financement, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas eu d'accident sur les recettes des hôpitaux pendant la crise, parce que d'une part, tous les surcoûts Covid ont été compensés, et puis d'autre part, il y a eu une sécurisation de base des recettes, même quand l'activité s'est effondrée dans certains établissements. Ce protocole couvrait la période 2020-2022. Là, la question qui est posée en ce moment, c'est comment, dans quelles conditions, sur quelle période, etc. Est-ce qu'on rétablit, est-ce qu'on refait un protocole pour l'avenir? Mais je pense que le souhait de tout le monde, c'est bien qu'il y ait un nouveau protocole. Ça, c'est sur l'établissement de santé. Puis on a eu, avec une forme différente, il n'y a pas un protocole, il n'y a rien qui est signé, mais aussi une forme d'engagement pluriannuel qui est donnée pour les produits de santé. Dans le cadre du CSIS, donc Conseil stratégique des industries de santé, c'était en 2021, il y a 2 ans, le président de la République avait donné une garantie d'avoir une augmentation de 2,4% par an sur la période 2022-2024. Donc là aussi, sur une période pluriannuelle, avec un 2,4% qui était choisi comme étant, pour référence, le taux d'Ondam en fait, d'avant-crise. Donc une façon de dire, implicitement, il faut que les dépenses pour les produits de santé, c'est-à-dire médicaments et dispositifs médicaux, que ces dépenses, elles augmentent en moyenne comme l'Ondam, tel qu'était l'Ondam avant la crise. Bon, tout ça a donné lieu à beaucoup de débats depuis autour à la fois du taux et de la manière de l'atteindre et de le réguler. Alors sur la manière de l'atteindre, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur le taux lui-même, je pense qu'aujourd'hui, il reste peut-être moins à moi de le dire qu'aux acteurs industriels, mais eux estiment que finalement, par rapport à cet engagement pluriannuel qui avait plutôt été vécu comme une avancée il y a 2 ans, qu'aujourd'hui, il est sans doute insuffisant par rapport à la dynamique du marché et donc à l'augmentation tendancielle des dépenses, notamment du médicament. Voilà, en quelques mots, on pourra y revenir évidemment si vous avez des questions sur les outils actuels. Et puis, sur la régulation macro, pour l'avenir,
les réflexions que nous pouvons avoir, il n'y a pas de décision du tout, hein, mais les réflexions que nous pouvons avoir à la direction de la sécurité sociale, elles sont assez inspirées par les travaux du HCAM il y a 3 et 2 ans, autour de la pluriannualité. En fait, on fait constat que probablement la régulation infra-annuelle qui a été très développée, je le disais, dans la décennie 2010 et qui conduisait en fait à ne pas dégeler les tarifs hospitaliers en fin d'année et parfois même à ne pas les dégeler pour compenser les dépassements de l'enveloppe soins de ville, aujourd'hui est quand même assez difficilement portable. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, politiquement, il serait compliqué de ne pas dégeler les tarifs en fin d'année à l'hôpital parce que l'enveloppe soins de ville serait en dépassement. On voit bien que, en tout cas, peut-être ça reviendra à un moment dans l'avenir, les choses peuvent changer, mais dans le contexte actuel, c'est certainement extrêmement compliqué. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas être peut-être un peu moins à l'euro d'une certaine façon sur la régulation infra-annuelle, y compris s'il y a un peu de dépassement en fin d'année, pour éviter parfois les régulations, y compris au début de l'année N+1 au titre de l'année N. Mais par contre, de revenir en échange à une régulation pluriannuelle, c'est-à-dire avec une trajectoire et s'y tenir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne sait plus du tout se tenir à une trajectoire entre le Covid et l'inflation. On a des bonnes raisons pour ça, mais on n'a plus su s'y tenir. Donc, essayer de revenir à une trajectoire. Là, l'inflation est en train de baisser, on va retrouver quand même davantage de visibilité, sans doute, sur les évolutions des charges et des coûts. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à une trajectoire pluriannuelle à laquelle on se tienne? Donc, éventuellement, et ça, c'était une proposition du HCAM, à travers une forme de provision pluriannuelle où, bon, si on dépasse l'ONDAM annuel en fin d'année, ben on le dépasse, on ne cherche pas à le reprendre ce qui redépasse. Par contre, on essaie de se remettre sur la trajectoire pour l'année suivante. Et donc, la provision n'étant pas juste un droit à dépassement permanent, mais simplement de se donner plus de temps et plus de souplesse pour revenir vers la trajectoire. Voilà. Bon, c'était une réflexion qui nous avait intéressé au HCAM, même si pour l'instant, ce n'est pas encore les outils qui sont mis en place et qui ne sont pas forcément faciles, encore une fois, à mettre en place, alors qu'on a un ONDAM qui reste extrêmement volatile d'une certaine façon en cours d'année à cause du contexte. Voilà, donc ça, c'était de façon un peu schématique notre manière d'aborder la régulation macro. Et donc, dans un deuxième temps, et là, ça sera assez schématique aussi, nos outils de régulation plus micro, donc de meilleure allocation des ressources à l'intérieur des enveloppes. Je vais donner quelques exemples pour montrer ce que vous mentionniez en introduction, le sujet de l'investissement, donc la capacité à la fois à préparer l'avenir, la capacité peut-être à aller mieux dépenser sur des champs qui sont de la dépense qui sont aujourd'hui insuffisants. Désolée, ce n'est pas possible dans cette app. Donc, je vais donner quelques exemples à la fois de choses extrêmement récentes et puis de nos travaux et réflexions en cours. Sur les soins de ville, d'abord, on a su investir dans la période récente pour l'accès aux soins, à la fois avec la complémentaire santé solidaire qui continue de monter en charge, et puis avec évidemment le 100% santé. Alors, ça n'est pas que un investissement de l'assurance maladie obligatoire, hein, c'est évidemment un investissement important aussi des complémentaires, mais collectivement, on a su investir dans l'accès aux soins à travers le 100% santé. On sait investir sur la prise en charge de nouveaux actes, de nouvelles prestations pour répondre aux besoins. Je donne l'exemple évidemment des soins de psychologue, avec la création de ce qui était mon psy, qui est devenu mon soutien psy, voilà, depuis l'année dernière, et qui monte en charge progressivement, mais qui a déjà permis d'accéder à des soins remboursés pour plus de 100 000 personnes. Cette capacité à faire évoluer, comme on dit, le panier de soins, à prendre en charge des nouvelles prestations, ça nous semble très important, mais évidemment sur la base de recommandations et sur la base de littérature scientifique. Il ne s'agit évidemment pas d'aller rembourser tout et n'importe quoi, d'essayer de rembourser, mais c'est bien de rembourser ce qui fait ses preuves. On a d'autres exemples peut-être pour l'avenir, alors là ça reste prospectif, hein, mais quand vous lisez, vous verrez dans Charge des produits, ça je pense que Marguerite vous le présentera la semaine prochaine, il y a des propositions autour de l'activité physique adaptée. Alors pas pour tout le monde, pas de façon généralisée, hein, mais dans certaines pathologies où en effet il y a la littérature qui montre que c'est totalement efficient, que ça permet d'améliorer la santé des gens et de limiter ou de réduire les dépenses par la suite. Dans ces réflexions qu'on peut avoir hein, sur la manière de mieux allouer les ressources en soins de ville, on a celle des transformations des modalités de rémunération et plus spécifiquement des évolutions
attendues autour de l'article 51. Donc, les expérimentations de l'article 51, on sait qu'on en a un certain nombre qui arrivent à échéance cette année, l'année prochaine. Elles sont évaluées, ou elles sont en cours d'évaluation en tout cas, et lorsque les évaluations auront fait la preuve que le modèle fonctionne, il nous semble intéressant de les généraliser. Donc nous, on réfléchit dans le PLFSS 24 à des mesures de généralisation. Et dans ces mesures, dans ces modèles de l'article 51, on peut avoir à la fois des prestations, des actes mal ou pas remboursés dans le droit commun et qui le seraient davantage dans ces parcours. Et puis, on peut aussi avoir des rémunérations un peu différentes pour les acteurs, avec davantage de forfaits, couvrant davantage pluriprofessionnels et couvrant davantage aussi à la fois la coordination ou des nouveaux modes de travail. Il nous semble, en tout cas, si les évaluations confirment, que c'est bien une manière d'essayer de dépenser mieux l'argent. En tout cas, si l'évaluation montre qu'à la fin, ça apporte évidemment un bienfait aux patients. Sur les rémunérations, donc ça, c'est les soins de ville. Je passe vite, mais c'est pour donner quelques exemples de ce sur quoi on travaille. Sur l'hôpital, évidemment, je pense que vous le savez tous, il y a un travail en cours sur la réforme de la T2A, avec une annonce du président de la République en début d'année d'avoir une réforme de la T2A. Donc nous y travaillons, nous, DSS, on y travaille aux côtés de la DGOS, puisque c'est porté par la DGOS, avec un objectif de faire évoluer d'une certaine façon le mix entre les différents compartiments de la rémunération actuelle des établissements de santé, entre l'activité, entre les missions et un peu de qualité aujourd'hui aussi, faire évoluer ce mix-là pour évidemment à la fois améliorer la qualité rendue aux patients, dans certains cas sécuriser l'accès aux soins sur des plateaux techniques, certaines activités sur lesquelles on se dit la T2A n'est pas adaptée, pour renforcer l'activité sur certaines missions qui sont des missions sensibles. Voilà, donc c'est de repeigner en fait à partir de, enfin c'est plus que de repeigner, c'est dans certains cas refonder aussi sur la base des rémunérations existantes dans une enveloppe qui est l'enveloppe actuelle. Alors peut-être qu'il faudra mettre un peu de plus pour le faire évoluer, mais qui est l'enveloppe actuelle, de regarder en fait, encore une fois, comment on alloue mieux l'enveloppe pour mieux clarifier ce que sont les objectifs de santé publique et mieux les atteindre. Voilà, donc ça pour moi, je classe ça non pas comme de la régulation budgétaire, mais vraiment comme davantage d'efficience. Tout ça se fera évidemment extrêmement progressivement. Et puis, dernier exemple de, peut-être pas le plus simple, de dépenses dans lesquelles on essaie de travailler sur l'allocation des ressources, c'est celui des produits de santé. Alors, ce n'est pas le plus simple parce que, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup aujourd'hui de débats ou d'attentes des industriels sur la taille de l'enveloppe globale, en fait, sur donc, le macro. Enfin, une fois que la taille de l'enveloppe globale est déterminée, à l'intérieur de cette enveloppe, ce qu'on peut faire, donc d'abord, on a su collectivement, on sait investir par exemple, pour l'accès précoce, c'est-à-dire l'accès très rapide des patients à des produits innovants et coûteux, on sait le faire. Et on a quand même beaucoup d'études qui montrent que nos délais d'accès à des produits très innovants sont assez courts en France en comparaison européenne grâce à nos dispositifs d'accès précoce. Dispositif qu'on est en train de compléter avec ce qu'on appelle l'accès direct. Alors, accès précoce plutôt avant la HAS, accès direct c'est après, mais pour aller plus vite avant que le prix ait été négocié. Donc, globalement, on a quand même une orientation globale du gouvernement, qui est largement sous l'impulsion du président de la République, de réduire les délais d'accès aux nouveaux produits. Ensuite, on sait aussi tarifer des nouveaux produits. Alors là, je renvoie à la télésurveillance, puisque ça rentre en vigueur là maintenant. On avait déjà depuis plusieurs années des expérimentations sur la télésurveillance, c'est-à-dire le suivi à distance de patients sur un certain nombre de pathologies. On l'a fait rentrer dans le droit commun avec le PLFSS l'année dernière. Après des négociations, des discussions sur les modalités d'entrée en vigueur sur les tarifs, cette fois, ça rentre vraiment en vigueur cette année. On est les premiers en Europe à faire rentrer dans le droit commun cette télésurveillance. Donc on sait quand même poser des cadres un peu nouveaux pour accéder à l'innovation. Alors évidemment, on a aussi des difficultés dans le domaine des produits de santé. Je ne suis pas en train de dire que la situation est idéale. Évidemment, on sait qu'on a évidemment le gros sujet des pénuries.
et de l'accès aux médicaments, qui n'est pas un sujet français, qui est un sujet européen, qui est même un sujet mondial, mais sur lequel, évidemment, chacun essaie d'activer les leviers ou d'inventer des nouveaux leviers, évidemment, pour essayer de résoudre les difficultés. Et puis, donc, cette régulation de l'enveloppe, donc d'une part, cette régulation de l'enveloppe de produits de santé, elle ne doit pas empêcher l'accès à l'innovation pour les patients, ça c'est sûr, elle ne doit pas contraindre trop fortement les produits les plus matures qui se traduiraient par des ruptures d'approvisionnement. Et puis, à la fin, elle doit quand même se faire dans l'enveloppe telle qu'elle a été déterminée. Et donc là, au sein de l'enveloppe macro des produits de santé, alors, je reviens surtout sur le médicament, voilà, pour éclairer ceux qui ne sont pas spécialistes ici dans l'assistance, l'un des enjeux de la période actuelle, c'est l'équilibre entre les deux gros leviers, qui est celui des baisses de prix des médicaments qui sont déjà sur le marché et celui de ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, qui est en fait un montant total de dépenses de l'assurance maladie, au-dessus duquel, qui est fixé, voté en PLFSS, et quand on le dépasse, on reprend ex post l'année suivante ce qui dépasse. Enfin, une partie de ce qui dépasse, on ne récupère pas 100%, mais on va jusqu'à 70% de ce qui dépasse. Donc c'est une forme de taxation ex post pour garantir qu'on a bien respecté l'enveloppe qui avait été fixée. En fait, ça ne garantit pas qu'on la respecte parce qu'encore une fois, il y a une partie de ce qui dépasse qui n'est pas récupérée. Cette clause de sauvegarde, donc le rendement de cette clause de sauvegarde, depuis 2 ans, augmente fortement parce qu'en fait, on a une dynamique du marché sur les médicaments qui est très forte. Et donc, on a des échanges, des débats avec les industriels pour se dire, mais si on veut refaire baisser un peu le rendement de cette clause, parce qu'il y a un côté boule de neige, à la fin, alors soit on augmente la dépense totale, mais bon, là, moi, c'est plus tellement de ma responsabilité, c'est vraiment le choix du gouvernement, l'enveloppe totale allouée aux produits de santé. Donc, soit on augmente la dépense totale, d'ailleurs, c'est pas forcément, ça peut être tout à fait cumulatif, il faut réussir à faire davantage de baisse de prix. Parce qu'en fait, voilà, on a deux leviers. Si on baisse moins les prix, la dépense augmente plus vite, et donc c'est la clause de sauvegarde qui récupère sur tout le monde. Alors que la dépense de baisse de prix, évidemment, c'est produit par produit, et donc ça cible certains produits et donc certains laboratoires. Voilà, donc ça, cette articulation entre baisse de prix et clause de sauvegarde, c'est vraiment un des enjeux de la période actuelle dans la régulation de la dépense des produits de santé. Voilà, donc j'ai été un peu long. Donc en conclusion, simplement pour redire qu'évidemment, toutes ces réflexions, ces évolutions des modalités d'allocation des ressources, que ce soit en soins de ville, que ce soit sur les produits de santé, que ce soit à l'hôpital, comme notamment sur la T2A en ce moment, mais on le sait puisqu'on le voit sur l'établissement de santé, sur d'autres réformes, soit très récentes, soit en cours de certains champs de la dépense à l'hôpital. On sait que c'est toujours compliqué parce qu'en général, quand dans une enveloppe, vous modifiez les modalités d'allocation des ressources, vous avez des gagnants et des perdants. Donc en général, évidemment, c'est assez compliqué de faire des perdants. Donc ça ne peut se faire que dans la concertation, dans une forme de transparence sur les chiffres, et puis avec une progressivité. Et c'est pour ça que toutes nos réformes, elles peuvent, vues d'extérieur, elles peuvent paraître lentes, mais c'est aussi parce qu'elles ont des effets revenus sur les acteurs, et donc elles nécessitent de la progressivité pour que chacun puisse s'adapter. Voilà, j'ai essayé de façon extrêmement schématique, mais de résumer un peu les leviers qui sont à notre disposition. Merci beaucoup. Non, c'était tout à fait passionnant. On va passer aux questions. Donc, j'invite toutes les personnes qui veulent poser des questions à lever leur petite main jaune. Je vois qu'il y a déjà 5 questions qui sont à poser. Expliquer comme vous le faites, c'est parfaitement transparent. Après, il y a votre vision et puis il y a l'application des choses au jour le jour pour tous les acteurs. On sait que tous les matins, les gens de la DSS se lèvent avec une volonté de faire bouger le système positivement. Mais il s'avère quand même que dans un certain nombre de réunions, quand on discute avec le CEPS par exemple, les rapports ne sont pas toujours aussi simples que la façon dont vous présentez les choses. Je pense qu'il y aura pas mal de questions là-dessus pour essayer de trouver une sorte de modus vivendi qui fasse qu'on puisse être dans une évolution positive de la pensée de tous. Mais je vais laisser tout de suite la parole. Donc, la première question, c'est Thomas Fier. Thomas, si tu veux poser la question, tu mets ta caméra et voilà. Et surtout, tu branches ton micro parce qu'autrement, on va se retrouver. Ça marche là? Ça marche. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, je représente un laboratoire et donc, du coup, je voudrais parler médicaments, plus précisément médicaments biosimilaires.
Les finances sociales, la situation des finances sociales nécessite qu'on réalise des économies, évidemment, des économies importantes, cette année plus encore, hein, peut-être, pour faire face à des besoins grandissants, à l'inflation, etc. Et parmi les gisements d'économie, on trouve les médicaments biosimilaires. Ces médicaments qui, à la tombée des brevets, permettent de venir en remplacement de médicaments biologiques plus onéreux. Et les médicaments biologiques étant les médicaments les plus chers, on a un potentiel d'économie qui est extrêmement important. On parle de plusieurs milliards d'euros, ne serait-ce qu'à l'horizon 2027. Donc, tous les acteurs qui réfléchissent au système de santé, à son financement, s'intéressent aux médicaments biosimilaires, comment on fait pour mieux les utiliser, comment on fait pour augmenter leur pénétration. Mais parfois, ces questions-là, qui sont évidemment les questions légitimes, amènent à faire des raccourcis, notamment entre médicaments biosimilaires et médicaments génériques. Or, les modèles économiques, les réalités industrielles des médicaments biosimilaires n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des médicaments génériques. Et donc, à vouloir calquer le modèle sur l'autre, on met en risque le modèle économique des médicaments biosimilaires et on prend justement le risque de ne pas réaliser les économies potentielles à venir très importantes via les médicaments biosimilaires. Donc, ma question est la suivante. Quelles sont vos intentions par rapport à ce marché émergent que sont les médicaments biosimilaires? Et est-ce que vous envisagez ces médicaments biosimilaires comme un modèle à part entière ou au contraire, est-ce que vous considérez qu'il faut calquer des modalités des médicaments génériques sur les médicaments biosimilaires au risque de fragiliser le modèle économique, je le redis, des médicaments biosimilaires et de se priver des économies à venir? Merci beaucoup. Est-ce que je réponds au fur et à mesure ou est-ce qu'on prend plusieurs Oui, questions? oui. Je réponds? Oui. Répondez, c'est mieux, parce qu'autrement, il va y avoir des questions, à mon avis, qui vont être très diverses. Donc, ce sera plus simple. Oui, donc nous partageons le constat qu'il y a des gains réels pour le système de santé sur les biosimilaires. Là, pour moi, c'est différent du générique, mais quand même, l'analyse globale, c'est qu'on peut soigner aussi bien les gens pour moins cher. Et donc, pour moi, ça rentre vraiment dans l'efficience. C'est-à-dire, on peut dégager des gains là-dessus, et ce qui permet de financer, par exemple, la forte évolution du coût de l'innovation sur les médicaments en ce moment. Donc, il y aura certainement d'une façon ou d'une autre une ambition dans le PLFSS 2024 autour des biosimilaires. D'ailleurs, c'est aussi un sujet qui est abordé par Charges et Produits cette année. Je ne peux pas encore vous dire quelle mesure, d'abord c'est trop tôt et c'est pas arbitré, puis c'est pas à moi de les annoncer là maintenant, mais il y aura une ambition. Il y a à la fois des réflexions, on peut avoir des réflexions sur, un peu comme pour les génériques quand même, sur qui on incite à quel moment. Est-ce que c'est plutôt le prescripteur? Est-ce que c'est plutôt le pharmacien? Aujourd'hui, on a un peu les deux modèles qui sont en train de se tester sur les biosimilaires. Sur certains produits, c'est plutôt du côté des médecins. Sur d'autres produits, c'est limité pour l'instant, en nombre très limité, c'est les pharmaciens. Voilà. Donc, moi, j'en sais rien. Je peux pas vous dire vers quel modèle on ira. Peut-être qu'il faut garder un modèle mixte, hybride, et avec des différences par produit. On a des réflexions sur est-ce qu'on continue avec quelques produit par produit comme on a aujourd'hui? Est-ce qu'on a une mesure plus large? Voilà, c'est les réflexions qu'on a. Ce qui est certain, c'est que c'est pas exactement les mêmes réflexions que les génériques, parce que les écarts de prix ne sont pas les mêmes entre je sais pas, pour les génériques, le générique là, entre le médicament et le biosimilaire, donc c'est pas derrière la même manière de faire des économies, donc c'est pas les mêmes incitations pour les pharmaciens, donc c'est pas le même modèle économique global. Donc ça, on en tient compte, mais on a et en tenir compte veut dire aussi que donc quand on construit les mesures ensuite, qu'on essaie d'évaluer leur rendement, pas forcément que sur 24, parce que ça peut être du pluriannuel. D'ailleurs, vous citiez 2027. Mais et alors moi, je n'affiche pas de cible d'économie à ce stade à 2027. D'abord, on a besoin de continuer d'y travailler. Mais ce travail-là, il se fait avec tout le monde. C'est à la fois avec les industriels, avec les médecins, avec les pharmaciens, pour bien être certain qu'on s'inscrit dans un modèle économique. Donc moi, ce que je vous rejoins, si vous dites, si à la fin, nos mesures sont contre-productives, alors ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on le fait en essayant de comprendre où sont les enjeux dans la chaîne pour chacun. Merci beaucoup. Christian Espagno. Question suivante. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Merci, Monsieur Von Lennep, là, pour cette présentation parfaitement claire et très informative sur l'ensemble des problématiques de la régulation des dépenses de santé. Je voudrais faire un focus sur, vous en avez d'ailleurs parlé,
sur le financement de l'innovation. Autant on sait que l'innovation à l'origine est performante en France, à la fois en raison de la qualité de la recherche publique et académique, mais aussi de la recherche privée avec le foisonnement des startups, hein, qui est un phénomène où la France est très dynamique. Autant, pour le moment, la phase transitionnelle reste problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des idées de dispositifs ou de techniques innovantes en santé ont été émises, il est très difficile en France, il reste difficile en France de faire des études en vie réelle, à la fois en amont de l'évaluation de la HAS et dans un certain nombre de cas lorsque la HAS estime que telle ou telle innovation mérite un intérêt, mais que les études en vie réelle en France n'ont pas été suffisamment importantes pour pouvoir attribuer une évaluation définitive. Je suis vice-président du Haut Conseil des nomenclatures et on essaye de voir comment on pourrait accélérer ces délais, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une volonté au plus haut niveau de faire en sorte que l'innovation en France soit plus rapidement diffusée sur le terrain. Mais on se heurte à deux problèmes. D'une part, un premier problème de la tarification des actes lorsque ceux-ci n'ont pas encore été complètement évalués, soit en amont, soit après un début d'évaluation de la HAS. Il se trouve que le Haut Conseil des nomenclatures a la possibilité maintenant de mettre en place une inscription provisoire, mais cette inscription provisoire, pour qu'elle soit efficace, doit s'accompagner d'un registre d'études en vie réelle. Et donc, on n'a pas ni la possibilité de financer toujours ces actes, et s'ils ne sont pas financés, ce sera difficile de les faire étudier en vie réelle. Et ensuite, on se heurte également au gros problème du financement des registres, puisque tout ça se fait en tuyau d'orgue. Il y a un certain nombre de décideurs qui travaillent chacun de leur côté. Ça repose en général sur la seule bonne volonté qui est souvent réelle mais insuffisante des industriels, et il nous semble qu'il serait important de réfléchir à une méthodologie, à une organisation du financement de ces registres. Ça, c'est une question qui est vraiment importante parce que il y a beaucoup de cas où on se retrouve confronté à des situations d'évaluation de produits de santé qui sont acceptés par d'autres pays, donc qui mettent les patients français dans des situations complexes et sur lesquelles on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve. Et donc la HAS avec des ASMR5, par exemple, mettent ces produits dans des situations extrêmement compliquées. Oui, enfin, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites, parce qu'il y a des ASMR5 qui sont vraiment des ASMR5. Donc, voilà. Donc, oui, mais ouais. Justement, il y a peut-être une différenciation à faire entre une ASMR5, parce qu'il y a des preuves qui sont vraiment très médiocres, et des ASMR5 qui sont en attente de preuves, qui seraient presque des ASMR attendus, quoi. Oui, c'est un débat qu'on a. Pardon de reprendre la parole juste un instant sur ce que vient de dire Olivier. Le HCN a la possibilité de faire une inscription provisoire de certains actes qui a l'avantage d'être tarifante pour 3 ans, sous couvert donc de la réalisation d'un registre, mais cette inscription transitoire ne peut se faire que si justement l'acte a un ASA, ce qui revient au même, un ASA 3, et on ne peut pas le faire par exemple pour des ASA 4. Or, dans un certain nombre de cas, ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire cette inscription provisoire et d'inciter, pour peu qu'on ait un financement plus stabilisé, à des études en vie réelle en France. Merci. Bon, c'est des questions vraiment compliquées que vous posez là, puis il y a quand même pas mal d'aspects techniques derrière, mais en tout cas, ce qu'on partage, c'est que on est quand même assez souvent dans des situations où la HAS n'a pas toutes les données, où on a des gens, alors des industriels qui disent que souvent leur produit est très très bien, mais où on a aussi dans certains cas des médecins ou des associations de patients qui nous disent bah oui mais c'est bien quand même, alors qu'on n'a pas forcément toutes les données. Donc ça pose la question qui ne se traite pas forcément de la même manière, quel que soit le produit, entre médicaments, DM, et puis quel que soit aussi derrière l'intérêt attendu. Mais
ça pose la question d'avoir des financements enfin un accès au marché qui puisse être transitoire. Voilà. Et on est historiquement en France relativement précautionneux là-dessus, c'est vrai, mais parce que aussi on sait qu'on a un système en France où on a beaucoup de mal à faire évoluer ensuite nos prises en charge et nos paniers de soins. Et vous savez que on le voit quand on voit nos actes. Historiquement, hein, c'est vraiment pas que la période actuelle, mais historiquement, on a toujours eu du mal à faire entrer des nouveaux actes ou d'innovation, mais parce qu'on a aussi du mal à faire sortir. Et c'est la même chose sur les produits de santé. Si on était plus tous allant collectivement pour dire il faut que ce soit plus fluide, il faut que ce soit plus souple à l'entrée, éventuellement de façon transitoire, et que tout le monde est d'accord pour dire que si ça ne fait pas ses preuves, après ça ressort, et puis que soit des vieux produits, soit des vieux actes, soit des techniques qui ne devraient plus être remboursées, ne le sont plus à la sortie, ça serait plus simple. Voilà. Mais quand tout le monde se crispe sur l'existant, c'est plus difficile de le faire évoluer. Ça il faut. Moi, j'incrimine personne. Hein, c'est juste vraiment des vieux débats. J'ai commencé ma carrière à 25 ans sur la nomenclature des actes médicaux. C'était déjà un peu les mêmes débats. Ensuite, on est quand même. On commence à savoir faire des prises en charge anticipées. Encore une fois, je le disais, sur le médicament, ça progresse. On y réfléchit aussi sur le dispositif médical. Et puis sur les actes, vous le disiez, c'est espagnol, ça existe en théorie, même si ce n'est pas forcément facile à faire entrer en vigueur. Donc, comme ça commence à exister, en fait, tout le monde commence à s'en préoccuper et à se dire quels outils on se donne. C'est à la fois quelle grille tarifaire qui doit être transitoire, et puis quel recueil de données derrière. Et je le disais tout à l'heure de façon générale, hein, on a besoin pour faire entrer l'innovation, des nouveaux modèles de façon générale, hein, des nouveaux modèles, on a besoin quand même d'accompagner ça d'évaluation. On n'a peut-être pas tout évalué historiquement dans le système de santé, mais maintenant, on est sous forte contrainte. Ce qui rentre, ce qui est nouveau, il faut de l'évaluation. Et donc, il faut des données. Donc, je donnais l'exemple des articles 51. On a plus de 100 expérimentations en cours. Alors, elles seront toutes évaluées. Et donc, il faut des données. Et ça, pour ça, évidemment, les données, c'est un coût. C'est du temps, notamment pour les équipes médicales, parce qu'à un moment, il faut recueillir les données. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas toujours simple. Vous disiez, il y en a des données, parce qu'il y a des porteurs de projets qui acceptent de recueillir, mais il y en a. Moi, j'avais fait un rapport il y a quelques années avec Dominique Pelleton, Bernard Bégaud. On disait déjà à l'époque, il n'y a pas assez de registres en France, il n'y a pas assez de recueil de données de vie réelle. Bon, voilà, il y a des choses qui progressent, mais globalement, on voit bien qu'on n'est vraiment pas encore à ce que pourrait être l'objectif. Bon, c'est des éléments sur lesquels réfléchit par exemple la mission en cours sur les produits de santé. Vous savez qu'il y a une mission lancée par la Première ministre qui est en cours, qui pourrait faire des recommandations pour essayer d'améliorer le recueil de données ou le financement de ce recueil de données. Voilà. Aujourd'hui, il y a des recueils qui ne se font pas aussi parce que pour des questions de financement. Donc ça, il va y avoir des propositions là-dessus. Il va y avoir des propositions autour de l'inscription d'actes innovants qui accompagnent un dispositif médical. Donc c'est des préoccupations, puisque c'est vraiment des préoccupations autour de l'accès à l'innovation qui seront dans la mission et qui seront certainement faites par la mission dans les prochaines semaines, et que nous, on veut essayer de récupérer. Moi, j'aimerais, je partage ce que vous dites, j'aimerais qu'on se donne une ambition collective au-delà des mots ou des constats communs qu'on peut faire, de réussir à mettre en place des choses qui marchent, quoi. C'est-à-dire vraiment des actes qui vont être inscrits à la nomenclature et qui vont être financés, vraiment des dispositifs médicaux qui auront leur acte qui sera inscrit, etc. Donc, qu'au-delà des objectifs, on passe aux actes, et pour ça, il y a des choses assez concrètes, en effet. Voilà, je vous donne rendez-vous dans le PLFSS. J'espère qu'il y aura des premières annonces dans le PLFSS autour de ça, mais il n'y aura pas tout. On en avait déjà parlé autour de vos travaux en cours sur la refonte de la nomenclature. Ça serait bien que cette refonte de la nomenclature, elle s'accompagne d'un discours suffisamment volontariste sur l'innovation, mais donc aussi sur cette nomenclature. Elle doit vivre, y compris ce qui ne doit plus être pris en charge. Et c'est une préoccupation qui est partagée par les associations de malades à l'heure actuelle. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont une vraie volonté à s'inscrire justement dans le recueil de données en vie réelle. On le voit parfaitement, par exemple, dans les maladies rares, où on a tout un travail qui est fait au niveau français et européen sur ces questions qui sont des questions absolument cruciales pour ces, Alors, le déjeuner, il y a pour plus ces de pathologies. cantines. Ok.
Et donc les salariés de Saint-Cloud. Je pense que je ne sais. Voilà. Je vais passer la parole à Armelle Gracier. On parlait de dispositif médical. Je pense que la question doit porter sur le sujet. Bonjour. Bonjour monsieur, merci pour cette présentation. Je suis Armelle Gracier, je suis la directrice des affaires industrielles du SNIDEM. Vous avez parlé d'équilibre entre baisse tarifaire, clause de sauvegarde. Vous avez parlé de produits de santé, mais dans votre présentation générale, assez peu des dispositifs médicaux. On sait que le modèle des dispositifs médicaux est très différent du médicament, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie d'échelle dans la façon de produire les dispositifs médicaux. Et pourtant, de l'autre côté, les besoins de la population augmentent considérablement, le vieillissement de la population, entre autres, et puis le développement des pathologies chroniques. Comment, quand on met tout ça dans l'équation, on fait pour ne pas appliquer, excusez-moi le terme, bêtement, des baisses tarifaires, alors que finalement l'augmentation de la consommation de ces produits de santé est liée à une augmentation des besoins. Quand on parle de clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux, ça concerne le titre 3 et 5, donc tous les produits implantables. Je doute qu'il y ait beaucoup de patients qui se fassent implanter une prothèse de hanche, de genou, un stent, un pacemaker, juste par plaisir. Et donc, on ne peut pas dire que les industriels poussent à la consommation des produits. Comment on fait pour, dans votre enveloppe globale, répondre aux besoins de la population sans finalement pénaliser les industriels du dispositif médical qui produisent pour servir les besoins de la population et qui voient leurs tarifs régulièrement baisser par le CEPS ou via la clause de sauvegarde. Comment on fait pour résoudre cette équation? Et je ne parle pas de la maîtrise médicalisée qui est pour nous une source très importante, d'économie bien plus importante que les baisses tarifaires, mais qui ne sont pas complètement entre les mains des industriels, bien évidemment. Oui, merci pour la question. Bon, je sais qu'elle n'est pas facile, et qu'on vous la pose depuis longtemps, mais vous nous la posez régulièrement, elle n'est pas facile. Réussir à faire de la maîtrise intelligente des dépenses et pas comme ça se passe en ce moment. En tout cas, vous disiez, bon, les baisses imposées par le CEPS, en tout cas, pour l'instant, le CEPS est à la fin un peu obligé de les imposer puisqu'il a du mal à signer. D'abord, le fait qu'il y ait des besoins qui soient croissants ou qui ne soient pas les mêmes sur tous les champs de la dépense dans l'ONDAM, ça c'est vrai. Simplement, le problème, c'est que ce que vous dites là pour les dispositifs médicaux, un peu tout le monde le dit. Et que si, je pense qu'il y a peut-être des représentants des fédérations hospitalières là dans l'Assemblée qui vont dire qu'évidemment, il y a des besoins à l'hôpital qui aujourd'hui ne sont pas assez couverts, qu'on a un énorme problème d'attractivité à l'hôpital pour les personnels, qu'il y a eu le Ségur mais que ça ne suffit pas, et puis que dans certains cas, il faut investir, il y a des sujets d'investissement, etc. Enfin, bon, voilà. Donc vous êtes sûr qu'à l'hôpital va dire la même chose que vous. Et puis, je sais qu'il y a des représentants de la médecine de ville, là, on a eu quelques-uns tout à l'heure, qui vont nous dire qu'évidemment, on n'a pas du tout assez investi pour la médecine de ville, ou au-delà de la médecine, en tout cas, pour les soins de proximité dans ces dernières années. Donc, ce que je veux dire, c'est, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas juste de votre point de vue, mais c'est que quand vous êtes comme nous, un peu le régulateur, vous avez tous les acteurs en face, tout le monde nous dit ça. Voilà. Et alors après, il faut se dire, mais peut-être qu'ils le disent tous, ils ont tous des raisons de le dire, mais peut-être que certains ont, en tout cas que nous ensuite, quand on fait, le gouvernement, encore une fois, ce n'est pas la DSS qui choisit toute seule, hein. Mais quand le gouvernement fait des choix, il faut qu'il fasse des choix qui, dans certains cas, vont aller à l'encontre de ce que disent d'autres. Certains acteurs, parce qu'on ne peut pas donner raison à tout le monde de la même manière, sinon ce serait un ONDAM à plus 8% en fait, si on le suit. Et c'est là qu'évidemment, ce n'est pas simple, parce que c'est là qu'on commence à rentrer dans des choix qui peuvent être des choix in fine politiques, mais qui doivent quand même essayer d'être assis sur des constats, sur des objectivations. Voilà. On a mis beaucoup d'argent ces dernières années, depuis 2020, sur l'hôpital, à travers le Covid et à travers l'investissement. Et pourtant, ce n'est pas encore certain que ça suffise ou qu'on les fait, qu'on soit au bout. On a encore d'énormes problèmes d'attractivité à l'hôpital. Donc moi, je ne peux pas vous dire la priorité de demain, maintenant, ça y est, ça va être le dispositif médical. Donc, cette contrainte globale, je partais on a une dépense globale, finances publiques, et l'allocation, les différentes enveloppes entre tout ça, il faut quand même que tout le monde contribue. Et donc, il faut nous, on essaie de partir de tendance. Je le disais tout à l'heure, quand on construit un ONDAM,
une proposition d'Ondam pour l'année suivante, on part des tendanciels, on fait des tendanciels sur toutes les lignes, donc y compris pour le dispositif médical. Et puis ensuite, on ajoute dans certains cas des mesures nouvelles. Donc soit des revalorisations à l'hôpital ou en soins de ville, soit vraiment des mesures nouvelles, de l'accès précoce, de l'accès direct, de la télésurveillance, etc. Et puis ensuite, on fait des propositions d'économies. Il y aura probablement des économies dans le prochain PLFSS global, enfin, pas particulièrement, mais il y aura des mesures d'économie probablement dans le prochain PLFSS. Voilà. Et tout ça, à la fin, donne un point de sortie. Et notre sujet, évidemment, la question que vous dites, c'est est-ce que ces économies sont soutenables pour les secteurs? C'est vrai pour le dispositif médical, mais c'est vrai pour tout le monde. Quand on va proposer des mesures d'économie en ville, la question, ça va être est-ce que c'est soutenable? Quand on va proposer, nous, des mesures d'économie à l'hôpital, il n'y en a pas eu ces dernières années. Bon, est-ce qu'il y en aura cette année? J'en sais rien. Mais quand on les propose, la question, évidemment, c'est est-ce que c'est soutenable? Donc, c'est vrai pour vous, pour le dispositif médical aussi. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on qu'on n'a pas investi dans le dispositif médical ces dernières années. Quand on regarde quand même la dépense remboursée sur le dispositif médical, elle a été quand même plutôt dynamique et plus forte que l'Ondam depuis pas mal d'années. Je laisse de côté vraiment l'impact crise Covid, évidemment, qui bouleverse ces chiffres. Mais quand on regarde avant, on a plutôt une dépense qui est plus rapide que l'Ondam. Donc globalement, collectivement, on a plutôt investi pour le dispositif médical quand on compare les courbes. Vous, ce que vous dites, c'est oui, mais en fait, la dynamique, elle est encore plus forte. L'effet démographique fait qu'on devrait être encore plus haut. Voilà, donc si on n'avait pas la contrainte budgétaire, moi je vous dirais oui, peut-être, mais comme on a cette contrainte et qu'on est obligé de faire des choix, voilà, ça vous ramène plus bas que là où vous voudriez être. L'enjeu, je pense, y compris pour nous, et puis peut-être d'abord pour le CEPS, c'est sans doute d'avoir une compréhension suffisante des modèles économiques. Et de se dire que quand on fait, vous voyez comment, enfin pour ceux qui ici ne sont pas forcément spécialistes, le CEPS, quand il fait des baisses de prix, il négocie des baisses de prix, que ce soit sur médicaments ou dispositif médical, il ne baisse pas les prix sur tout. Il choisit certaines sphères, voilà, et, il regarde là où il n'a pas baissé l'année précédente, voilà, il étale ça dans la durée, il essaie de pas tout concentrer sur le même industriel, etc. Enfin, il y a tout un critère de choix. Et dans ces critères, il y a évidemment de se dire là où est-ce qu'il nous semble qu'il y a quand même de la marge pour baisser. Et, voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué pour le CEPS avec les industriels dispositifs médicaux. On a la conscience, on a baissé, je rappelle, je le dis pour ici ceux qui ne savent pas, on a baissé les objectifs de baisse de prix, qui sont plus qu'à 100 millions cette année, alors qu'elles ont été un peu plus hautes dans le passé. Mais même ces 100 millions aujourd'hui sont difficiles à faire. Ils sont difficiles parce que les industriels nous disent non, il n'y a pas de gain de productivité à faire. Bon, là, c'est tout un débat. Il nous semble qu'il y en a quand même. Il me semble que, voilà, donc on a proposé aussi, dans certains cas, la dissociation entre le produit et la prestation pour avoir une meilleure visibilité de la chaîne, donc du modèle économique et de l'ensemble de la chaîne de la production et de la distribution. Donc nous, on essaie de proposer des outils pour permettre d'avoir une régulation qui touche chacun et qui reste soutenable pour chacun. Parce que notre objectif, c'est pas que les industriels, à la fin, se retirent du marché en disant qu'ils sont déficitaires. S'ils se retirent du marché, évidemment, personne n'est gagnant. Mais évidemment, je termine juste là-dessus, et moi je l'ai bien vécu au début d'année quand on a négocié la télésurveillance. On est quand même en asymétrie d'information. Voilà. Et c'est ça la négociation publique. C'est soit on passe dans un modèle d'acheteur total, ce qui n'est pas du tout notre modèle aujourd'hui, où on dirait l'État ou l'assurance maladie passe des appels d'offres et puis ensuite c'est le mieux-disant qui l'emporte. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc on est dans une négociation de prix comme n'importe quel acheteur dans le monde privé. Enfin, vous êtes aussi acheteur, les industriels. Voilà. Et dans une négociation de prix, chacun vient avec ses objectifs. Et après, on essaie de s'ajuster. Donc oui, dans certains cas, vous trouvez que les ajustements sont un peu forts. Je pense que quand c'est trop fort, le CEPS le sait, il le comprend, le CEPS nous le dit, parce qu'à la fin, ce n'est pas la DSS qui choisit toute seule dans les négociations. Donc c'est des ajustements un peu coup par coup, mais je pense que collectivement, on aurait intérêt, et peut-être aussi avec votre aide, intérêt à mieux développer à la fois les études de coûts et les modèles économiques. Moi, j'ai quand même été frappé en début d'année sur la télésurveillance sur le fait que nous, on avait assez peu de transparence, je le dis clairement devant tout le monde si vous m'interrogez, mais trop peu de transparence en tout cas de votre part sur les modèles économiques. Voilà, c'est compliqué pour vous, je sais bien. Après, c'est les industriels, chacun a son information interne qu'il n'a pas forcément envie de partager, ce qu'on comprend très bien. Mais donc, vous avez que quand vous êtes en face, vous avez en face de vous des gens qui ne veulent pas tout partager et qu'à la fin, vous essayez de faire un prix qui permette au secteur de vivre
et puis de se développer, parce que c'est l'intérêt évidemment d'avoir des entreprises, notamment des entreprises françaises qui se développent, mais que tout ça c'est avec de l'argent public, donc vous êtes comptable de l'argent public des Français. Quand, à la fin, si vous n'avez pas suffisamment d'informations, peut-être que vous jugerez qu'on tape trop bas. Donc voilà, on peut essayer de construire des systèmes de partage d'informations qui soient plus solides dans l'avenir. Super, merci beaucoup pour cette réponse, elle est importante et en plus de ça, elle appelle justement à partager de la connaissance et à créer des flux entre les acteurs, ce qui est une volonté qu'on aimerait voir se développer partout, parce que je pense qu'en discutant, on arrive à trouver des solutions plutôt que de rester dans des stratégies de silo. Alors, il nous reste encore 10 questions. Je vais demander à tous ceux qui veulent poser des questions de les poser rapidement, l'un après l'autre, bien sûr. Eric, à toi, pour qu'on puisse passer les 10 questions dans la demi-heure qui nous suit. C'est à moi que tu poses la question, Olivier? Oui, c'est à toi. Ah d'accord, je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre avant moi, mais bon, c'est pas grave. Non, Armel vient de parler. Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, Eric Salah, je suis représentant associatif associatif patient dans le VIH, le cancer et les immunothérapies, mais également représentant des usagers dans des établissements de premier recours. Moi, j'ai une question qui a déjà été posée et abordée par M. Christian Espagnaud et par Olivier Mariotte, ainsi que par Mme Gracier, et que j'ai posée aussi par écrit dans le chat. Il est de notoriété publique que la France accroît son écart avec les autres pays européens concernant l'accès à l'innovation et l'accès à un certain nombre de produits. Principalement en immunothérapie dans les anticancéreux. Les raisons souvent invoquées, c'est par la haute autorité pour des ASMR très bas, c'est soit au manque de comparateurs, on manque d'essais cliniques, voilà. Malgré que vous disiez que nous ayons un accès précoce intéressant qui fait que nous sommes compétitifs par rapport au reste de l'Europe, se pose quand même un problème majeur pour les patients, les usagers que nous sommes tous. C'est que pour ce qui me concerne, ma nouvelle doctrine, c'est que la France a mis à mal de manière durable l'équité dans l'accès aux soins et revient de manière fondamentale sur la doctrine qui est accès aux soins pour tous, quels que soient les coûts. Et depuis le départ, je comprends que votre rôle est extrêmement compliqué à la DSS et que vous avez le mauvais rôle, mais depuis le départ, j'ai l'impression que vous répondez comme un haut fonctionnaire. Effectivement, on est dans des équilibres, etc., de toutes sortes, mais on ne parle pas, on ne dit pas aux gens, c'en est fini, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, vous preniez en charge vos coûts, si tant est que la collectivité ne le prend pas en charge. Est-ce que je suis clair? Je vais peut-être essayer de répondre très vite, M. Mariotte, si on veut allez-y. prendre les autres questions. Je réponds vraiment très vite. Alors que je parle comme un haut fonctionnaire, ça doit être normal, puisque je suis haut fonctionnaire. Mais par contre, je crois que je n'ai absolument jamais dit à la fin, vous allez devoir prendre en charge vos coûts. Je n'ai vraiment pas dit ça. D'emblée, évidemment, notre objectif, c'est l'accès des patients aux produits et à l'innovation. Oui, mais excusez-moi, hein, je reviens là-dessus. Dans la réalité, parfois, on en est déjà là. Alors, après, c'est tout le débat sur ce qu'est la réalité et sur l'objectivation de la réalité, ce qui est un beau et un vrai débat. Il n'est pas si tranché que vous semblez le dire sur on accroît notre écart, qu'on dégrade l'équité, etc. Il y a dans certains cas, certains produits sur lesquels on peut se focaliser, sur lesquels, en effet, la HAS
n'a pas la position que attendraient soit les industriels, soit les associations de patients. Enfin, nous, DSS, c'est pas nous qui faisons l'évaluation du tout, hein, voilà. Donc, moi, je m'en remets aux sachants pour ça. On a construit un système en France, en s'inspirant d'autres systèmes à l'étranger, voilà, où on a au milieu une HAS. Donc, moi, à aucun moment, j'essaie de dire, c'est moi qui dis ce produit n'est pas efficace, il ne devrait pas avoir tel type d'ASMR. C'est vraiment pas, on en serait totalement incapable, c'est pas notre rôle. Voilà. Mais dès lors que on est sur des évaluations qui disent que les produits ont vraiment une ASMR, qui sont utiles, voire dans certains cas nécessaires pour soigner les patients. Je crois que les études montrent, et encore une fois, vous pouvez relire encore Chargé Produit là, avec des données vraiment intéressantes, une analyse vraiment intéressante. Je crois vraiment qu'on montre que notre système français n'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats à avoir sur tel ou tel produit, mais là, après, c'est peut-être plutôt un sujet pour l'achat, et c'est y compris pour, voilà, si dans certains cas, il n'y a pas unanimité, enfin, c'est pas moi de m'insérer, m'ingérer dans la HAS, mais de se dire, c'est déjà le cas, hein, les associations sont écoutées, mais est-ce que dans certains cas, il ne faut pas un peu plus de souplesse sur des produits, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas encore les données, par exemple. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment, je pense, important, hein, de cette capacité à se dire, on construit des systèmes de recueil des données, dans lesquels quand même, je dis que souvent, parfois, il ne faut pas que le recueil de données soit seulement, totalement, avec des protocoles qui sont que à la main des industriels. Il faut quand même aussi qu'il y ait un regard extérieur, que la HAS ou d'autres, hein, mais qu'il puisse y avoir, pourquoi pas les universitaires ou d'autres, mais qu'il puisse y avoir aussi un regard extérieur sur la manière, sur les recueils de données et sur les études, surtout quand il y a un doute, en fait. Voilà. Mais donc, je dis vraiment pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais alors je dis vraiment pas non plus que demain, les patients doivent se payer des produits qui, de toute façon, dans certains cas, ou souvent, sont des produits coûteux que de toute façon, personne ne pourrait se payer. Donc, ça sert à ça, l'assurance, quand même, et encore plus l'assurance publique. Ça sert à ce qu'évidemment, les gens ne se les payent pas. Alors, question suivante. Jérôme Batou, vous avez la parole. Il y a Jacques qui est pressé, qui a déjà mis sa caméra. Jérôme Batou? Ah, mettez votre micro, ce sera plus simple. Toutes mes excuses. Vous vous présentez? Bonjour, Jérôme Batou, je suis associé au cabinet Picado, et je voulais poser à M. Von Lennep une question au sujet de la mission interministérielle qui a été convoquée par la Première ministre au début de cette année et dont les propositions sont attendues par tous les acteurs du secteur, je crois. Ma question, c'est comment concilier l'impératif budgétaire, dont on a parlé ce matin, vous avez bien expliqué, avec l'exigence d'innovation et l'attente sociale très forte sur les nouvelles thérapies dont les coûts sont parfois élevés. Et aussi, vu l'urgence dans certains cas, si vous pensez que certaines voies trouveraient à s'appliquer dès le PLFSS 2024, alors que des innovations arrivent à court terme, par exemple dans le domaine des thérapies géniques. Peut-être très vite pour dire que je ne vais pas pouvoir, moi, vous répondre sur ce que la mission recommandera. La mission, elle est indépendante avec 6 personnalités qualifiées. C'est elle qui fera sa recommandation dans les toutes prochaines semaines, j'espère. On les espère. Elles sont attendues par tout le monde. Et je pense qu'il y a différents types de niveaux de réflexion dans la réflexion de la mission et de tous ceux qui réfléchissent en ce moment, parce qu'on discute avec eux, eux discutent évidemment avec l'industriel, nous on discute aussi avec l'industriel, enfin tout le monde discute avec tout le monde en ce moment. Il y a au fond, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la fois la régulation macro, et comment on fait pour redonner un peu des marges de manœuvre à un moment où on a une trajectoire de finances publiques, je le disais tout à l'heure, qui est vraiment extrêmement contrainte, parce que vous entendez quand même le ministre de l'économie le rappeler à peu près tous les jours en ce moment. Voilà, et ça, pas de réponse aujourd'hui, et personne n'a la réponse aujourd'hui, hein, mais donc c'est cette question de l'ajustement, disons, entre la trajectoire tendancielle en ce moment et le niveau d'économie attendu est quand même une question un peu centrale pour les industriels, mais qui, encore une fois, aujourd'hui se fait en 2022 et sans doute en 2023 avec en fait une augmentation des dépenses. En 2022, on a eu une augmentation très dynamique des dépenses, même après la clause de sauvegarde. Donc en fait, ce qu'on fait en ce moment, hein, même si nous, DSS, on essaie de continuer de dire il faut continuer la régulation, globalement, on dépense beaucoup plus. Hein, donc on les paye, ces nouveaux médicaments innovants, et on les paye très cher en ce moment, et avec des extensions d'indications, enfin un nombre de patients qui accèdent qui est vraiment, en fait, chaque année plus élevé. C'est normal, c'est bien, mais en fait, donc, tout ça, on le paye.
Donc, il y a cette réflexion un peu globale sur les dépenses dans la mission. Et puis après, il y a beaucoup de réflexions, et ils vont faire beaucoup de propositions sur des améliorations qui peuvent être, dans certains cas, plus spécifiques, plus ciblées, mais sur des accès à certains types de médicaments. Enfin, voilà, je ne vais pas donner les mesures maintenant, mais il peut y avoir des propositions de mesures très concrètes, dont certaines, possiblement, que nous reprendrons dans le PLFSS, d'autres, des propositions qui ne relèvent pas du PLFSS, en fait, mais qui peuvent être faites d'ailleurs sans la loi. De facilitation de recueil de données, d'outils numériques pour voilà, lutter contre tel type de pénurie, etc. Donc, il y aura un grand nombre de recommandations, dans certains cas assez pratiques, et, voilà, et après, on en discutera avec tout le monde pour voir ce qui peut être repris, ce qui peut être fait, et, y compris pas mal de choses qui ne relèvent pas forcément du PLFSS. Donc, en effet, il y a une attente globale assez forte en ce moment, donc une forte pression, et les personnalités qualifiées qui commencent à nous dire qu'elles y passent un peu du temps plein et que ce n'était pas forcément prévu au début, c'est devenu un gros travail. Je confirme, l'attente est majeure. Jacques, il faut que tu nous mettes ton micro. Bonjour à tous, je suis Jacques de Tournemire, je suis consultant chez Elysios et fonctionnaire en disponibilité depuis très longtemps. J'ai une question globale, ce qui est de dire, en fait, sur 1 000 € de dépenses publiques, il y en a 570 qui vont sur la santé, contre, grosso modo, 25 sur la sécurité et 30 sur la défense. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire, est-ce que cette répartition est juste ? Pour ceux qui travaillent dans la santé, et on l'a entendu, on voit que ces 570 ne suffisent pas forcément. Donc, de votre poste d'observation à la DSS, comment vous voyez une répartition sur le long terme entre le régalien, l'éducation et les dépenses de santé? Et est-ce que la mesure récente qui a été annoncée sur les dépenses dentaires préfigure quelque chose qui pourrait être étendu dans votre secteur? Merci pour la question. Je sens j'aurais encore sans doute des reproches sur le fait que je vais faire une réponse de haut fonctionnaire. J'essaie d'être équilibré, je suis désolé. D'abord, sur 1 000 € de dépenses publiques, je ne pense pas qu'il y ait 570 pour la santé. Hein. Ça doit être toute la sécurité sociale, probablement. Mais la santé, ce n'est pas plus de la moitié des dépenses publiques. Hein. Non, tout à fait. Mais comme vous vous occupez aussi de retraite, vous êtes le plus grand dépensier de l'État et je vous félicite. Oui, enfin, c'est plutôt les Français, globalement. Mais sur les retraites, comme vous savez, le gouvernement a plutôt pris des mesures récemment pour limiter la dynamique des dépenses de retraite et augmenter le taux d'emploi. Donc ça, sur la retraite, disons que, en effet, il y a eu… Et d'ailleurs, sur la retraite, on sait plus facilement ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Voilà, on agit soit sur la durée de cotisation, soit sur l'âge de départ, mais on sait ce qu'il faut faire quand on veut maîtriser la dépense. Sur la santé, c'est plus compliqué parce que vous avez en face des acteurs économiques, on l'entend depuis tout à l'heure, et évidemment, c'est très légitime. Il y avait, vers où on va, ce que seront les choix politiques, j'en sais rien. Vous entendez évidemment le gouvernement et le président de la République qui dit souvent il y a la priorité à la santé et à l'éducation, et puis il y a la priorité à la transition écologique, mais on sait qu'il y a aussi une forme de priorité à la justice. On sait qu'il y a évidemment une priorité, on l'a vécu ces derniers jours pour les forces intérieures, et puis il y a aussi les armées. Il y a une loi de programmation militaire assez ambitieuse en cours de présentation. Donc en réalité, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de politiques publiques prioritaires. Et elles sont prioritaires parce que soit elles sont prioritaires pour la sécurité de la France, soit elles sont prioritaires parce que on a derrière des Français qui considèrent que toutes ces politiques sont prioritaires. C'est ça qui est compliqué. Hein. Donc, une fois qu'on a dit que les politiques étaient prioritaires, la question c'est est-ce qu'il faut plus d'argent ? Parce qu'on peut avoir des politiques prioritaires sans mettre plus d'argent. Dans l'éducation, je me mêle de ce qui ne nous regarde pas ici, c'est plus facile, mais on peut faire beaucoup de choses dans l'éducation sans forcément mettre plus d'argent. Ça ne veut pas dire que les réformes sont plus faciles pour autant. Hein. Et donc, dans la santé, je le disais tout à l'heure, je pense qu'à enveloppe donnée, on peut faire des meilleures allocations de ressources. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que d'ailleurs, ça veut dire des gagnants et des perdants. Et alors, votre dernière question sur le dentaire, j'en avais pas parlé dans ma présentation tout à l'heure pour pas rentrer dans ce sujet polémique, mais moi, c'est moi DSS qui parle, hein, là, c'est pas le gouvernement, mais ma conviction, c'est qu'on a aussi été, dans la décennie 2010, était contraignant sur les rémunérations des acteurs du système de soins parce que on n'a pas touché aux modalités de prise en charge et parce qu'au fond, on a acté la dérive tendancielle alors je suis désolé, c'est techno, hein, mais de la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. En fait, on est dans un pays
où on a une prise en charge des dépenses, alors qui est très spécifique, avec 2 étages, l'assurance maladie et les complémentaires, ça existe très peu ailleurs à l'étranger, et on a au milieu de tout ça un système très spécifique qui sont les affections de longue durée, qui sont prises en charge à 100%, alors pour les soins en rapport, mais voilà, prise en charge à 100% l'assurance maladie. Il y a de plus en plus d'ALD chaque année, voilà. Et on est maintenant à peu près à 20% de la population en ALD. Et donc, comme il y a de plus en plus d'ALD chaque année, et que ça va probablement continuer avec les effets démographiques, le vieillissement, les pathologies chroniques, etc., bah, on a en fait une déformation de ce que rembourse l'assurance maladie. Et chaque année, on a à peu près, ce qu'on considère, quand on regarde les chiffres sur la période passée, 400 millions. C'est un chiffre moyen, ça dépend d'une année à l'autre, mais de dépenses supplémentaires de l'assurance maladie qui sont liées aux ALD, qui est donc lié à un taux moyen de remboursement de l'assurance maladie. Et ces 400 millions, c'est l'assurance maladie qui les rembourse à la place soit des patients, soit des complémentaires. Voilà. Je simplifie avec ce 400, mais c'est pour donner l'ordre de grandeur. Et ça veut dire que c'est des 400 millions que l'assurance maladie va payer pour payer la dérive du taux de remboursement, la dérive structurelle du taux de remboursement, plutôt que pour payer les acteurs, voilà, payer on se disait tout à l'heure, les médicaments, investir à l'hôpital, les tarifs hospitaliers, etc. Et donc moi, à travers le dentaire, je le lis plutôt comme, non pas, comme on le lit beaucoup trop souvent en ce moment dans la presse, y compris sous la plume d'acteurs des complémentaires encore ce matin, comme des engagements de l'assurance maladie, mais simplement comme un moyen, comme on n'a pas la possibilité de... Enfin, comme on n'a pas de ticket modérateur sur les ALD, bah, en fait, d'aller chercher ailleurs, sur les non-ALD, une manière de rééquilibrer la dynamique. Ça ne veut absolument pas dire que l'assurance maladie va dépenser moins vite que les complémentaires. Ça veut dire d'avoir 2 dynamiques qui soient à peu près parallèles pour permettre à l'assurance maladie de redégager des marges de manœuvre dans l'ONDAM vers les acteurs de la système de soins. Donc oui, les ALD vont certainement continuer d'augmenter dans les prochaines années. Et donc, il peut y avoir à un moment des choix, alors qu'on peut présenter comme des choix purement budgétaires, en se dire bah, ça permet de faire de toute façon des économies, mais qui sont plutôt que des économies, des moindres dépenses pour l'assurance maladie, moins de dépenses structurelles. On peut aussi se dire, je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas mûr pour ça, mais on pourrait essayer d'avoir un accord collectif pour tout ça en disant, en fait, oui, chacun prend sa part de la dynamique et du fardeau. Donc après, on trouve les bons leviers pour l'équilibrer, mais chacun prend sa part. Ça permet de quand même réinvestir dans les besoins, de faire face aujourd'hui à ce qui paraît, à mon avis, la priorité qui est celle de l'attractivité à l'hôpital, mais il y a d'autres priorités, l'accès à l'innovation, on en parle beaucoup depuis ce matin, etc. Mais c'est un débat qui est depuis l'origine vicié, depuis toujours, parce que c'est toujours traduit comme des désengagements de l'assurance maladie, alors qu'en fait, quand vous regardez les chiffres et la part des dépenses publiques, puisque vous parliez des dépenses publiques, des dépenses publiques de santé dans l'ensemble des dépenses, c'est une part qui est en croissance si on ne fait rien. C'est notre système de prise en charge qui est fait comme ça. Merci beaucoup. Martine Claret. Voilà. Bonjour messieurs, je suis Martine Claret, je suis la présidente du laboratoire Aurus Pharma, c'est un laboratoire indépendant en ophtalmologie. C'est une société indépendante qu'on a créée il y a 20 ans, donc une petite entreprise on va dire. Je vais vous parler un petit peu au nom de l'ophtalmologie qui est complètement oublié dans l'histoire, c'est un petit secteur. Il n'y a pas de produits d'ophtalmologie sur la liste des 450 produits qui sont sortis. Or, il y a des antiglucomateux et des produits indispensables. Alors, c'est un cas particulier, l'ophtalmologie, parce que les prix sont très très bas, comme vous le savez, hormis les produits pour la rétine. Mais en dehors de ça, les prix des formes locales sont très basses. Les acteurs qui sont sur le marché sont des acteurs français, dont le siège est en France. Et qui sont donc le moteur principal est en France. Je dis par là, je vous dis ça parce que les big pharma sont en train de déserter complètement ce secteur. Donc nous sommes les seuls à rester dans notre pays. Là, on fait face en ce moment à des baisses de prix. Depuis 2010, il y a eu près de 10% sur les baisses de prix des colliers. Et puis, avec une augmentation des PRI quand même régulière, mais enfin qu'on jugulait bien entendu et on gérait nos entreprises le mieux possible. Là, on a un éclatement du prix des produits. On a en même temps des contraintes réglementaires sur des produits techniques, stériles, etc. Donc, on a des contraintes techniques, des réglementations compliquées, avec des produits santé, à la fois des DM, à la fois des médicaments, etc. Donc, on subit les réglementations MDR, etc. Je ne vous en parle pas, vous êtes au courant. Donc, si vous voulez, on a d'un côté ces baisses de prix. Là, on reçoit des demandes de baisse de prix sur des prix. Le prix moyen, c'est quand même 4,60 €. Ce n'est pas beaucoup pour une boîte de unidose.
ou flacons. On a essayé et à côté de ça, on a reçu la clause de sauvegarde. Alors, d'un côté, on a des baisses de prix, de l'autre côté, on a la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, en fait, elle est sur notre chiffre d'affaires ou l'augmentation du chiffre d'affaires. Les big pharma partant, on arrive à avoir des parts de marché sur les sociétés qui s'en vont, mais ça ne veut pas dire qu'au global, on fait dépenser véritablement plus à l'assurance maladie, mais on apporte quand même aux patients des produits indispensables, des collyres antiseptiques, antibiotiques, antiglaucomateux, etc., etc. Et je veux dire, c'est indispensable. Bon, donc, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où si on applique les règles, je peux simplement vous dire que nous serons échec et mat. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Alors, on fait aussi de l'innovation. On dépense à peu près 10% de notre chiffre d'affaires en innovation. De l'innovation sur des produits que nous essayons, des produits de niche, parce que ça peut nous permettre peut-être de sortir de la contrainte que nous avons en ce moment sur ces baisses de PRI, mais enfin c'est quand même assez complexe, assez lourd, et c'est quand même aussi des politiques de long terme d'avoir un médicament ou un nouveau dispositif, où nous sommes aussi banque de tissus. Donc si vous voulez, on a une politique à long terme, donc nous bloquer, c'est quelque chose qui est véritablement dommage, et tous les acteurs français sont en plus des entreprises françaises, et l'ophtalmologie est une excellence française. Nous avons les plus gros fabricants d'unidoses et de collyres d'Europe. Il faut savoir qu'actuellement, ils privilégient quand même les ventes dans les pays étrangers à l'Europe parce que les produits sont plus chers. Alors, comment pensez-vous pouvoir nous faire échapper quand même à cet effet ciseau? Il n'y a pas 50 autres acteurs. Il n'y a pas d'autres moyens. On essaye au maximum de rationaliser les fabrications avec nos sous-traitants qui sont d'ailleurs français. Et voilà, on est enfermé dans un système aujourd'hui qui nous bloque. Alors, moi, on comprend très bien tout ce que vous m'avez expliqué sur la régulation. On pensait bien qu'on est au courant. On comprend très bien la régulation, on comprend très bien les problèmes français, puisque nous sommes tous dans la filière ophtalmo français, en fait. Mais si vous voulez, il y a quand même véritablement une espèce de cas particulier de l'ophtalmologie. C'est une niche, mais c'est indispensable. C'est la vue, c'est pas la vie, mais franchement, la vue, c'est un peu la vie. Donc, voilà, comment est-ce que vous voyez les choses et comment on peut… parce qu'on prend des options, on veut être international, mais on ne peut pas faire si vite que ça, vous voyez ? Voilà, parce qu'il faut un peu de temps pour répondre. La question est importante, c'est en particulier toutes ces entreprises françaises qui se trouvent prises dans ces stratégies de ciseaux et qui sont vraiment des entreprises citoyennes et qui sont implantées sur le terrain avec des unités de production. Monsieur von Lennep, cette situation, c'est vrai qu'elle est criante pour beaucoup d'acteurs, mais qui sont des petites entreprises. Comment on peut prendre en compte ce genre de situation ? Oui, moi je vais avoir quand même du mal à rentrer là dans des discussions précises, et puis qui en plus par ailleurs de négo qui n'ont pas, ou de discussions qu'on pas, que nous menons pas, c'est des sujets CEPS et puis qu'on n'aurait pas à tenir là en public. En tout cas, il y a quand même des outils. Alors, ils peuvent continuer d'être améliorés. D'ailleurs, on est toujours, nous, à disposition de l'ensemble des interlocuteurs et des parties prenantes pour écouter les propositions. Mais il y a des outils au CEPS pour tenir compte des situations, tenir compte de la production en Europe qui permet de limiter les risques de rupture d'approvisionnement, tenir compte dans certains cas et dans certaines conditions de l'inflation pour revoir les prix, etc. On a, en tout cas, globalement, je pense qu'on a plutôt… encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui une pression sur les coûts et sur les dépenses de produits de santé via l'innovation. Une pression qui est plus forte que dans le passé, qui était annoncée depuis quelques années et qui se réalise là depuis environ 2 ans, et ça ne fait que s'accélérer. Et on a à trouver le bon équilibre entre la régulation des produits plus matures, des produits, disons, qui sont sur le marché depuis 2-3 ans et qui parfois d'ailleurs font l'objet de… il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de baisse de prix possible pendant un certain temps, etc. Et ça dépend des accords. Et puis des produits à l'entrée. Et peut-être qu'on a parfois plus facilement ou trop facilement régulé les prix uniquement sur les produits les plus anciens.
Alors quand je dis non, c'est collectif. Hein. C'est le CPS avec nous, c'est peut-être un accord global aussi parfois un peu de la profession, etc. Et parce que innovation, et que tout le monde a envie que la France soit au rendez-vous de l'innovation. Mais être au rendez-vous de l'innovation, c'est être au rendez-vous de l'innovation pour les patients. Évidemment, pour l'accès aux patients, c'est aussi être en rendez-vous d'innovation pour la recherche et la production en Europe et en France. Voilà. Donc, d'une certaine façon, là, il y a quand même un donnant-donnant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, un équilibre à trouver et que ce ne soit pas toujours juste le financement de ce qui est produit ailleurs. Donc, il faut qu'on soit attractif pour ça. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif, évidemment, du gouvernement. Donc, avoir un discours très pro-innovation. Et donc, face à ça, oui, on a des produits qui peuvent être plus anciens et qui, lorsqu'ils font l'objet d'une régulation trop forte, on peut mettre en risque, évidemment, l'industriel concerné, mais donc aussi l'approvisionnement, puisque nous, encore une fois, nous, DSS, on part du patient, hein, évidemment. Et donc, pour ça, il y a des outils. D'abord, il y a quand même un dialogue avec le CEPS, et quand c'est trop, le CEPS, il le sait. Moi, quand j'en parle avec le président du CEPS, il le sait quand, dans certains cas, les demandes vont trop loin ou sont plus soutenables. Et puis, par ailleurs, il y a vraiment des outils qui existent maintenant. Et donc, alors, ils sont parfois, dans certains cas, assez nouveaux. Nous, on est preneurs d'avoir un retour d'expérience dessus. Il y aura probablement un nouvel accord cadre prochainement l'année prochaine qui doit permettre de faire le bilan des outils actuels et dans certains cas soit de les sécuriser, soit de les faire fonctionner un peu autrement. Mais oui, cette question de la sécurisation de l'approvisionnement en produits matures, alors dans certains cas, il y en a beaucoup, dans certains cas, il y a des génériques, il y a plein de situations différentes, mais dans les cas où on a des produits qui ne sont pas si nombreux ou des producteurs qui ne sont pas si nombreux, qui par ailleurs produisent en France, on a derrière nous une ligne qui est d'y être attentif. Donc moi, je ne peux pas avoir de réponse précise sur le cas que vous mentionnez, puis en plus là, je ne sais pas quelles sont les négociations en cours précisément, mais on a une ligne qui y est d'être plutôt attentif. Donc vous n'hésitiez pas vraiment à faire valoir ça dans les échanges avec les CEPS et nous, en tant que membres du CEPS, on y sera attentifs. Ok, merci. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a Alain Baupin qui va poser une question. Je voudrais prendre les questions d'Alain, la question d'Alain, la question d'Alexandra, si c'est possible de les prendre toutes ensemble. Et puis, on a Diane Poupeau, qui est journaliste à Contexte, à qui je voudrais passer la parole aussi, parce que Contexte, c'est une structure qui véhicule de la très bonne information. Et donc, voilà, ça me fait plaisir de lui passer la parole. Donc, on ne prendra que 3 questions. Les unes, vous les posez tous les 3 ensemble, si c'est possible. Alain, Alexandra. Merci Olivier. Alors, est-ce qu'on doit parler simultanément ou successivement peut-être? Non, successivement, ce sera mieux, je pense. Merci. Alain Baupin, donc Institut Jean-François Harel, les centres de santé. Et je voulais venir, vous l'avez évoqué, aux articles 51. Et j'anime un réseau d'une douzaine de centres de santé qui sont dans les expérimentations PEPS, paiement au forfait à la place de l'acte, et IPEP, paiement supplémentaire à la qualité. On voit aujourd'hui que c'est très prometteur. On travaille avec vos services, avec l'assurance maladie. Les algorithmes sont robustes. On est en production en expérimental. On peut passer aujourd'hui, en tout cas nous le pensons, en production généralisée. Et c'est sur ce point-là que je voulais vous interroger. Il nous semble que le terme généralisé n'est pas approprié puisqu'on ne va pas emmener tout le monde. On voit que dans l'expérimentation, il y a des MSP qui sont mis en tension et qui sortent, qui n'y arrivent pas. Et on voit que des centres de santé qui ne sont pas dans l'expérimentation aujourd'hui se disent « je ne vais pas aller là-dedans, je ne sais pas ce que… » Voilà. Donc, moi, je serais plutôt dans le terme transposé et probablement qu'on pourrait imaginer, à côté des 9 conventions libérales, monocouloirs, monoprofessionnels qui ont fait leur temps de mon point de vue, et de l'accord national de centre de santé qui est la transposition de ces 9 conventions qui est encore déclinée sur le même modèle. Alain Court. Professionnel. Donc, alors j'arrive à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est un nouveau secteur qui serait toujours conventionnel, mais qui serait dédié à ces établissements, équipes qui seraient volontaires pour entrer dans ces expérimentations. Voilà, qui serait dorénavant généralisé, transposé. Merci beaucoup. Alexandra. Oui. Bonjour, donc je suis Alexandra Duvauchel, je représente la Fédération des prestataires de santé à domicile.
Je rejoins évidemment les préoccupations d'Armel Gracier sur l'équation finalement insoutenable d'une croissance exponentielle du besoin versus une diminution drastique des tarifs et l'exposition particulièrement forte pour les prestataires de santé à ces baisses tarifaires, puisque en 10 ans, on a quand même subi plus de 30% de diminution tarifaire sur nos activités. Vous avez évoqué justement des réflexions de la DSS pour des réformes et des évolutions en mettant en place l'an dernier dans la LFSS la dissociation tarifaire. Vous le savez, la prestation de santé à domicile y est fermement opposée et des concertations auraient dû être menées, elles ne l'ont pas été. Je reviens pas là-dessus, je vais ouvrir sur quelque chose de très positif parce que de toute façon sur ce sujet-là, on y reviendra. Mais aujourd'hui, la DSS, malgré tout, et dans tout ce que vous avez présenté, je vous en remercie, demeure sur une ligne d'économie exclusivement tarifaire. Pourquoi aujourd'hui vous n'investissez pas sur des innovations organisationnelles qui permettent des économies structurelles pour le système de santé? On le sait, aujourd'hui, de nombreuses thérapies peuvent être faites à domicile. Donc, est-ce qu'il ne serait pas pertinent qu'on puisse travailler ensemble sur ces économies structurelles plutôt que sur des économies exclusivement tarifaires? Diane. Oui, bonjour à tous. Alors, ma question va être très courte et je reviens, je suis désolée sur le sujet polémique, mais est-ce qu'il y aura encore un transfert de charges vers des complémentaires en 2024? Voilà les 3 dernières questions. La question est courte au moins. Merci Alain. Donc il reste vraiment, là, ça il est 10 heures, donc je vais essayer de répondre extrêmement vite. Monsieur Baupin pour dire, alors je ne sais pas quel sera le terme qui sera retenu. Je suis d'accord avec vous que généralisation c'est un peu trompeur parce que l'objectif n'est sûrement pas que l'ensemble des professionnels rentrent, en tout cas pas à court moyen terme, dans des nouveaux modèles type PEPS et IPEP, sûrement pas. En fait, c'est de rendre le modèle accessible à ceux qui voudront, au-delà des expérimentateurs. C'est ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est de le proposer et puis peut-être d'accompagner aussi des équipes pour que, un peu partout sur le territoire, que ça essaime, mais progressivement, lentement et sur la base du volontariat. Donc, mais je partage tout à fait ce que vous avez dit, je ne sais pas quel terme on retiendra, mais voilà. Et je suis content, en tout cas, merci de saluer PEPS et IPEP, qui sont pour moi des vraies expérimentations pour tester d'autres modèles, pour dire à Mme Durochel, si, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, que nous étions très favorables à tester des nouveaux modèles tarifaires qui reposent sur des nouvelles organisations qui sont portées par les professionnels et qui, à la fin, permettent, je ne sais pas si ça fait faire des économies en tant que telles, mais permettent de mieux prendre en charge les patients. C'est plutôt ce que montrent les évaluations en cours sur ces dispositifs. Et on a des professionnels qui nous disent que ça leur permet d'allouer autrement leur temps, de répartir autrement leur activité, plutôt au bénéfice des patients. Donc, que ces modèles tarifaires, peut-être je ne l'ai pas assez dit dans l'introduction pour Mme Durochel, mais que nos réflexions sur les modèles tarifaires soient assises sur des nouvelles organisations, ça va de soi. Donc, si j'ai oublié de dire tout à l'heure, je le dis, ça va de soi dans les articles 51, ça pourra accompagner dans certains cas aussi peut-être les réformes à l'hôpital. Peut-être ça pourra accompagner dans la durée, c'est toujours compliqué, mais des nouveaux modes aussi ville-hôpital. Vous savez, aujourd'hui, tous ces forfaits ville-hôpital, bon, il existe quand même assez peu. Qu'à la fin, on ait tous collectivement un objectif de se dire chaque fois que c'est possible, les gens sont plutôt soignés chez eux. Ça, je pense que c'est plutôt ce que veulent les Français. Donc oui, il faut aller vers ça. Ça pose des questions des organisations, mais ça pose quand même les questions des tarifications, qui aujourd'hui restent vraiment en silo. Donc cette ambition-là que vous posez là, on la partage, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, on sait que ces évolutions, elles sont lentes, progressives. Parfois, on aimerait pouvoir aller plus vite. C'est pour ça que moi, dans certains cas, les articles 51, je trouve, vont peut-être, même si on nous dit vous avez été lent, peuvent être des accélérateurs, parce que lent, je ne sais pas, mais au bout de 3-4 ans, là, on a des modèles dont on se dit qu'on va peut-être pouvoir commencer à les déployer, alors qu'on sait que des réformes de tarification dans l'histoire, soit elles s'arrêtent en cours souvent, soit elles se font sur des très très longues durées. Donc je partage ce que l'a dit Mme Durochel, sauf sur la dissociation. Mais si, je partage ce qu'elle a dit, y compris sur les dissociations, on aura l'occasion d'en reparler, parce que pour l'instant, c'était juste une mesure dans la FSS, mais en la mettant en œuvre, on va évidemment concerter
ce qui se fera dans les prochains mois, disons. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, pour Madame Poupeau, sur est-ce qu'il y aura un autre transfert? Alors, encore une fois, je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce qu'il y aura dans le PLFSS. Le PLFSS, c'est en septembre, c'est même fin septembre. Donc, c'est dans 2 mois et demi. C'est trop tôt. Les arbitrages ne sont pas pris. Mais globalement, moi, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire aux acteurs et aux organismes complémentaires, c'est que cette mesure sur le ticket modérateur des dentistes avait plutôt vocation à couvrir faire masse de 2 PLFSS, le PLFSS 23, le PLFSS 24. C'est une mesure qui rentrera en vigueur de toute façon qu'à la fin de l'année 23. Et aujourd'hui, nous, DSS, on n'a pas de proposition d'une mesure de cette ampleur portant sur le ticket modérateur et donc remboursé par les organismes complémentaires l'année prochaine. Écoutez, vraiment merci. On a l'habitude de tenir les horaires au Café Nil. On a dépassé de 5 minutes, mais on avait commencé 5 minutes en retard. Je voulais vraiment vous remercier pour ce Café Nil qui a été marqué par beaucoup de sincérité de votre part, par un certain nombre de propositions de travail ensemble, de projeter des projets qui peuvent être partagés. Je crois que tous les acteurs du système de santé n'attendent que ça. On sort de ce mode de fonctionnement justement en silo pour qu'on arrive vraiment à avoir une refondation du système qui soit à la hauteur des enjeux en particulier pour la population. Merci encore et à très très vite. Merci à tous d'avoir été présents et je suis désolé pour les questions qui restent. J'aurais bien voulu les passer, mais là, on a débordé de questions. Merci encore, à très vite. Et merci encore pour votre invitation.